Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et à 8h31, notre invité ce matin est Alexis Bouchard. Il est membre du Bureau national des jeunes socialistes. Il est également animateur fédéral des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine. Il est venu jusqu'à nous pour être en direct au micro de la matinale en ce vendredi matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, bonjour à Bretagne 5 et meilleurs vœux à ceux qui nous écoutent. Voilà, et tous nos vœux, évidemment. C'est encore la saison. Alexis Bouchard, on va parler de politique comme on le fait tous les jours à cette heure-ci dans la matinale. Et on va parler de ce premier tour de l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste. On a des chiffres. Olivier Faure aurait, bon an, mal an, 50% et serait donc en tête. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer ces chiffres ? Alors, je peux vous confirmer que la nuit a été longue pour suivre les résultats de fédération en fédération. Tout ce que nous savons, c'est qu'effectivement, les uns et les autres revendiquent parfois des chiffres qui se rapprochent, mais qui sont pour autant différents, puisqu'on a connaissance d'un certain nombre d'irrégularités dans des fédérations, notamment, qui ne sont pas, disons, pro-forts, entre guillemets. Tout ce que nous savons, c'est que depuis Ivry-sur-Seine, dans la nuit, nous avons pris connaissance qu'effectivement Olivier Faure est en tête, alors entre 50,5% des suffrages exprimés et 53%. Donc voilà, les chiffres vont se stabiliser dans la matinée pour effectivement être en lien avec les enquêteurs, les observateurs des fédérations dans lesquelles il y a eu potentiellement des irrégularités pour effectivement avoir le scrutin le plus sincère et les résultats voilà, les plus transparents possibles depuis de la part des militants socialistes. Alors, on va suivre cette élection de près. Il y aura un deuxième tour, visiblement. Olivier Faure incarne ce renouveau du Parti socialiste. On l'entend, en tout cas, dans les rangs du PS. Mais il y a aussi des voix dissonantes. Il a été beaucoup attaqué parce que, voilà, Olivier Faure s'est quand même rapproché de cette union de la gauche, on peut l'appeler comme ça, la NUPES. Ça lui a été reproché. Est-ce que la gauche avait intérêt à s'unir? Je vous avais posé la question, j'y reviens finalement. Est-ce que la gauche avait intérêt à s'unir justement pour ne pas disparaître? Bien sûr, et c'est tout l'intérêt stratégique de notre congrès, c'est-à-dire que là, en l'occurrence pour le second tour, puisque là on votait pour les textes d'orientation, la semaine prochaine on va désigner notre premier secrétaire national. Il se pourrait que l'opposition à Faure, puisqu'il y a ce fameux débat NUPS, pas NUPS, union de la gauche, pas union de la gauche, vont fusionner pour faire une forme de référendum pour ou contre Olivier Faure, pour ou contre l'union de la gauche. Et nous, ce que nous disons, c'est que rassembler derrière Olivier Faure avec son texte d'orientation pour gagner, le congrès de Marseille va être évidemment un tournant, puisque après avoir réalisé le score le plus faible à l'élection présidentielle, nous devons, et à l'heure d'ailleurs où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, nous disons que nous devons maintenir le dialogue avec nos partenaires de gauche pour pouvoir avoir, disons, commencer ce récit, puisque d'accord, on peut ne pas y trouver notre place, si vous voulez, au sein de la NUPES, mais pour autant, ça n'empêche pas d'entretenir le dialogue, voilà, d'écrire ce récit, d'écrire potentiellement un vrai projet de gouvernement qui convienne à tous, qui soit travaillé non pas en 4, 5, 10 jours, mais bien au fil des mois, et puis qui puisse répondre aux attentes des Françaises et des Français. Donc nous, c'est là tout l'enjeu, c'est que la NUPES, on ne veut pas d'effacement derrière les uns ou les autres, on veut que chacun puisse avoir sa parole, puisse s'y retrouver, et surtout c'est un moyen pour nous, le Parti socialiste, de devenir les meilleurs à gauche, de récupérer ce leadership, et c'est ce que nous disons avec Olivier Faure, pour un peu rassurer nos opposants qui pensent effectivement que la NUPES est forcément synonyme d'effacement, mais non, c'est une opportunité, et c'est une opportunité pas seulement pour nous socialistes, mais pour la gauche et pour les Français. Voilà, c'était la question de l'effacement, j'allais dire, pardon, le temps de s'éclaircir un peu la voix, cet effacement, en tout cas, cette absorption du Parti socialiste par la NUPES, c'est quelque chose qui inquiète dans les rangs des militants socialistes. Vous qui êtes jeune socialiste, est-ce que ça vous a effleuré à un moment où vous vous dites non, finalement c'est la marche du temps, c'est le sens de l'histoire? C'est le sens de l'histoire, et surtout quand on regarde d'ailleurs effectivement l'histoire, on s'est rendu compte que le Parti socialiste, malgré qu'on a cette prétendue de l'hégémonie, que le Parti socialiste soi-disant aurait gagné des élections seul, ce n'est même pas vrai. C'est-à-dire qu'en 81 nous avions eu un programme de gouvernement avec les communistes,
communistes et les radicaux de gauche. Il y avait même eu des ministres communistes effectivement, dans le gouvernement de François Mitterrand. Et pour dire un petit peu, parce que parfois on nous dit, voilà, vous faites des alliances un peu contre nature. À l'époque, les communistes, c'était quand même les staliniens, voilà. Donc, je veux dire, et pourtant, on était d'accord sur un certain nombre de sujets, et on a travaillé ensemble, et on a gagné. Et c'est ce qui nous a permis de mettre en place la retraite à 60 ans, et tout plein de choses, avec les mandats successifs de François Mitterrand. Et aussi, en 2012, la victoire de 2012 avec François Hollande, on oublie souvent de le dire, mais enfin, ce n'était pas le Parti Socialiste qui était tout seul à se présenter. Nous avions un accord de gouvernement avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Radical de Gauche, et bien que Europe Écologie Les Verts ait quitté la coalition au cours du mandat, eh bien nous n'aurions peut-être pas pu gagner sans cette large entente à gauche pour gagner l'élection. Donc c'est un mythe de dire que le Parti Socialiste gagne des élections seul. Et quand on fait 1,75% une élection présidentielle, il faut parfois effectivement se remettre en question, dire pourquoi nous n'avons pas convaincu assez de Françaises et de Français, malgré qu'il y ait des circonstances de vote utile, etc. Mais il faut tout de même se remettre en question. 1,75%, ce n'est pas rien, et c'est ce que nous faisons, et nous proposons d'ailleurs l'opportunité de devenir meilleurs. Donc banco. Voilà, banco, ça rappelle un jeu sur une antenne voisine. Justement là, aujourd'hui, Alexis Bouchard, vous parliez des retraites, on va en dire un mot tout à l'heure, hein. On va parler du programme évidemment, mais il y a aussi cette peur jadis du Parti communiste. Finalement, tout s'est très bien passé, mais aujourd'hui, il y a une autre crainte, c'est celle de l'extrême droite, ou en tout cas de la montée du Rassemblement national, qui compte 89 députés à l'Assemblée nationale. Si demain il y avait dissolution, certaines projections disent que le RN pourra en avoir plus. C'est toujours le combat, le RN, c'est toujours la même façon de combattre, ou il va falloir trouver d'autres façons de combattre l'extrême droite? Je pense qu'il va falloir les mettre au pied du mur, c'est-à-dire les mettre face à leurs contradictions. C'est-à-dire que on voit beaucoup effectivement de gens des classes populaires qui parfois ont voté à gauche et qui pour autant maintenant votent extrême droite, parce que l'extrême droite a un discours effectivement très social. Il promet des mesures, disons assez, voilà, des mesures phares, mais qui sont pour en tout cas le pouvoir d'achat et pour changer la vie des gens, qui ne sont pas concrètement viables. Je m'explique, notamment sur la réforme des retraites. Jordan Berdalla nous dit nous serons les premiers opposants à Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, et on a entendu, je crois hier ou avant-hier, qu'ils ne seront pas aux côtés des forces syndicales dans les manifestations, et qu'au Parlement... Ils ne sont pas forcément les bienvenus non plus. Bien sûr, c'est vrai. Mais enfin, il y a toute autre manière en fait de s'y opposer, et même au Parlement, a priori, ils n'ont pas l'air de vouloir trop travailler, disons, en tout cas pour faire passer non plus leurs amendements. Ils disent être contre la retraite à 60 ans, mais pour autant, quand nous le proposions, ils ne l'ont pas voté. Enfin, il y a tout un... Ou même, pour ne pas reprendre l'exemple des retraites, quand nous avions proposé l'augmentation du SMIC à 1 500 €, ils s'y sont opposés, de façon assez systémique, automatique. Et donc, voilà, il y a les discours, et puis à côté, il y a les actes, il y a le travail, et en fin de compte, le Rassemblement national n'y est pas à son compte. Donc il faudra insister sur effectivement le fait que le Rassemblement national, malgré ses discours, ne défend pas les gens, voilà, tout simplement. Comment reconquérir, allais-je dire, le cœur des Français, des Françaises, cœur qui a quitté la gauche quelque part, qui a été plus vers la gauche de la gauche, si vous me permettez. Comment incarner cette force qu'était le Parti socialiste aujourd'hui? Eh bien, peut-être en arrêtant effectivement de nous diviser les uns les autres, de dire ce sur quoi nous sommes d'accord, y compris sur, d'ailleurs par rapport au Congrès PS, nos débats tournent autour souvent des mêmes sujets qui sont relativement puérils, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'on parle de l'offre stratégique, mais pour autant sur le fond, quand des fois on a eu des débats quand même de qualité, alors pas forcément à la télévision, mais en interne, dans des fédérations, dans les territoires, dans les sections, et on s'est rendu compte que parfois sur certains sujets, voilà, on avait de bonnes idées. Le Parti socialiste, sa force, c'est son intelligence collective, c'est le fait qu'effectivement nous soyons un parti démocratique, et quand les voix s'élèvent et que nous tombons d'accord, c'est juste super, parce que nous nous enrichissons, nous notamment les jeunes, auprès de nos anciens, et nous apportons les jeunes notre souffle d'air frais pour un petit peu les bousculer, les sonner, et leur dire
ouais, mais on n'est plus non plus dans les années 80-90. Voilà, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres façon de faire la problématiques politique aussi. Et donc, en fin de compte, on se complète. Donc voilà, moi j'ai hâte quelque part que le congrès s'apaise, se termine, de façon à ce que nous puissions enfin travailler et renouer le dialogue à gauche pour enfin permettre d'avoir de vraies propositions, de vraies valeurs, une vraie doctrine socialiste à proposer, de façon à ce que ce soit clair, parce que c'est pas forcément clair aux yeux de tout le monde pour l'instant. Voilà, les gens ont du mal à comprendre parfois le fonctionnement, le mécanisme et là où on veut en venir le Parti socialiste. On a également, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, décidément le chat dans la gorge ne me quittera pas ce matin, Emmanuel Macron au pouvoir, on a l'impression d'une atomisation quelque part de la vie politique. On le voit, le Parti socialiste a payé un cher tribut, mais on le voit aussi à droite. Aujourd'hui, LR est dans un système, j'allais dire, presque contradictoire. Ceux qui quittent LR pour aller justement vers le Rassemblement national, ou d'autres qui quittent LR pour aller vers le parti présidentiel, en tout cas la majorité présidentielle. Au PS, on a eu aussi des gens qui ont quitté le PS, des figures. Est-ce que ça affaiblit le PS, justement, un petit peu à l'image de ce que je disais par rapport à LR? Est-ce que ça a affaibli le PS, ces figures qui ont tourné le dos, finalement? Moi, ce que je dis, c'est que ça regarde chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains camarades qui peuvent s'émouvoir, en tout cas pour les derniers en date, du départ de Bernard Cazeneuve, qui effectivement, même si moi je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il prône sur le fond, était quand même un homme d'État et aussi proposait un récit pour les Françaises et les Français. Pour autant, il faut regarder un petit peu dans le rétroviseur, même si on n'aime pas trop ça au PS. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans une pente descendante en termes d'adhésion au Parti socialiste, malgré qu'on a un petit rebond depuis la NUPES. On a 2000 nouveaux militants, dont pour moitié des jeunes. Mais en fait, quand on regarde le gros des militants qui sont partis, c'est des gens qui ont été déçus en fait du quinquennat Hollande. Je crois, pour ne pas dire de bêtises, je prends le chiffre avec des pincettes, mais c'est 48 000 à 50 000 adhérents qui ont quitté le Parti socialiste en 2017. Et en fait, quand on nous targue, en fait, c'est la faute d'Olivier Faure, alors qu'Olivier Faure est en place depuis 2018, c'est un petit peu, c'est un petit peu pas très honnête, disons, puisque c'est beaucoup plus compliqué. Disons que cette conséquence est plutôt la responsabilité de tous. En fait, c'est une responsabilité collective et il ne faut pas s'en remettre aux uns aux autres, parce que sinon, on ne va pas avancer. Si on se met des bâtons dans les roues les uns les autres, bien qu'on ne soit pas toujours d'accord entre nous, il faut au maximum maintenir l'unité et le rassemblement du parti. Alors le Parti socialiste aura beaucoup de dossiers sur la table, comme tous les autres partis du reste, mais on a un volet social important aujourd'hui avec la réforme des retraites, réforme des retraites que 80% des Français ne souhaitent pas finalement. On a vu le 49.3 qui est beaucoup sorti ces temps derniers, qui pourrait, dit-on, ressortir encore. Est-ce que le PS peut peser quelque part, ou plus largement l'Union de la gauche peut peser quelque part pour essayer de, sinon modifier, au moins d'empêcher le passage de cette réforme des retraites? Eh bien, si nous serons en tant que militants de base, disons, fortement mobilisés, farouchement mobilisés dans les cortèges syndicaux, dans la rue, nous aurons besoin de parlementaires tout aussi déterminés au Parlement pour mener cette bataille. Effectivement, nos députés, en l'occurrence, puisqu'ils vont commencer bientôt, vont déposer tout plein d'amendements. Je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, pour les Insoumis qui ont donné des chiffres, ça sera 1000 amendements par député. Donc vous imaginez un petit peu ça risque de travail. La machine parlementaire. Effectivement, enfin, je veux dire, ça va être très, très tendu et Emmanuel Macron l'annonçait déjà. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, à l'élection présidentielle, vous avez voté pour Emmanuel Macron, donc vous avez approuvé cette fameuse réforme des retraites. Pour autant, ce que nous disons, nous, c'est qu'effectivement, nous avons voté pour Emmanuel Macron, mais pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc nous n'avons pas donné un blanc-seing. C'était un vote de blocage. Exactement, voilà. Donc nous avons empêché, mais c'est pour autant, on s'oppose effectivement à ce programme libéral. Et puis, il n'aura pas échappé à Emmanuel Macron que son parti n'a pas obtenu la majorité absolue au cours des élections législatives, campagne durant laquelle les Français, effectivement, nous ont dit leur opposition à cette réforme. Et vous avez rappelé que, effectivement, 8 Français sur 10 sont farouchement opposés à cette réforme. Donc voilà. Donc nous disons effectivement que nous serons dans la rue pour faire entendre et soutenir
les syndicats, mais nous serons très mobilisés au Parlement pour faire entendre notre voix. Et effectivement, il y a cette menace, vous parliez du contexte social, de cette dissolution qui apparemment, vraisemblablement, pourrait, à défaut d'avoir un 49.3, pourrait intervenir. Donc moi je trouve que c'est pas une façon très viable, voilà, de faire de la politique en démocratie. On nous promettait le dialogue, enfin Elisabeth Borne en tout cas, avec les forces syndicales, les corps intermédiaires et les groupes parlementaires. On voit que c'est pas trop le cas, hein, voilà. Donc nous disons non à la réforme, au report de l'âge légal à la retraite à 64 ans. Nous nous battrons farouchement contre, et puis nous disons surtout que cette réforme est inutile puisque en termes de financement on nous dit voilà, ça va rapporter 17 milliards, ça va être progressif, etc. C'est le chiffre de Bruno Le Maire. Hein. Oui, voilà. Mais pour autant, l'Office national des retraites nous dit que les comptes sont à l'équilibre d'ici 2030. Donc il n'y a pas urgence, si vous voulez, à réformer, d'autant plus que... Enfin, moi je suis fils d'ouvrier, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'antenne, je le dis tout le temps, mais enfin, j'ai pas envie de voir la moitié de ma famille trimer à l'usine à 3h du matin jusqu'à 64 ans, surtout d'autant plus que pour la plupart, notamment en Centre-Bretagne, c'est le cas partout, hein, l'industrie agroalimentaire est quand même bien implantée, il y a beaucoup d'ouvriers voilà, qui sont en emploi dans ces métiers pénibles et précaires. C'est souvent des gens qui ont commencé à travailler tôt, et les pénaliser serait une insulte, pardon, à leur engagement et leur travail. Voilà. Le travail pénible, hein, on le va, vous l'évoquer, Alexis Bouchard, le travail pénible a pourtant été retenu dans ce projet de loi, mais est-ce que finalement c'est pas un paravent, hein, c'est un petit peu ce que j'entends en creux? Oui, parce qu'en fait, nous, sous le quinquennat Hollande, puisqu'il y a eu des choses bien quand même, nous avions rétabli... Le quand même est important. Les critères de pénibilité, chose qu'Emmanuel Macron n'a pas manqué de supprimer en 2017 quand il est arrivé au pouvoir. Donc voilà, je trouve un peu malhonnête aussi de dire voilà, on va rétablir un certain nombre de critères pénibilité, d'autant plus que tous les critères de pénibilité qui existaient ne seront pas reconduits. Donc en fin de compte, on se retrouve avec effectivement des gens précarisés et voilà, c'est un peu une forme de chantage en disant si vous voulez avoir votre retraite à taux plein, il va falloir travailler 2 ans de plus. Et si vous voulez avoir une décote disons, voilà. plus importante, il faudra travailler jusqu'à 67 ans. Bon, voilà, avec les 43 annuités pour garantir une retraite qui soit au-dessus du minimum vieillesse, bon, ça va être compliqué, quoi. Avec un allongement de l'âge de la vie, en fait, en gros, hein, c'est ce que nous disent les différents indices, mais néanmoins avec des métiers beaucoup plus pénibles que d'autres, où là, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément vrai. Beaucoup de gens, malheureusement, ne profitent pas de leur retraite parce que, tout simplement, ils meurent avant. Tout à fait, c'est ce qu'on dit nous, même Boris Vallaud a eu l'occasion de le rappeler à l'occasion d'un rassemblement qui s'est opéré mardi soir à Paris dans le 11e arrondissement avec l'ensemble de la NUPES, c'est-à-dire qu'en fait cette réforme c'est un impôt sur la vie, c'est même un impôt, enfin disons que c'est un impôt même sur la mort, c'est-à-dire que ça va précariser les plus fragiles, ceux qui ont travaillé le plus tôt, les plus précaires, et ceux-là sont dans tous les rapports de santé, dans ceux qui ont l'espérance de vie la plus faible. Donc pour autant voilà, non pas que je veux opposer les uns et les autres, mais les cadres, ceux qui travaillent peut-être, qui commencent à travailler plus tard, qui forcément n'ont pas nécessairement de pénibilité disons physique au travail, ils peuvent en avoir une un peu moins précarisés. C'est pas pour autant que je leur dis travailler jusqu'à 64 ans, mais enfin effectivement c'est à ceux qui meurent plus tôt, qui sont esquintés, qui sont blessés, qui ont des problèmes de santé, on va leur dire non, en fait vous continuez pour accentuer vos blessures, accentuer vos maux physiques, et puis voilà, vous profiterez un petit peu moins de la retraite, vous aurez peut-être moins de capacité à vous déplacer pour voyager, j'en sais rien, que sais-je, ou voir les petits enfants. Donc non, nous disons non. Est-ce que cette réforme des retraites qui arrive, au moment où elle arrive, c'est pas, j'allais dire, presque allumer la mèche dans un contexte social
très, très compliqué. Effectivement, il y a effectivement le contexte inflationniste. Je veux dire, là, les derniers exemples en date, c'est la situation des boulangers, des travailleurs, disons, des petits artisans qui font face à des coûts de travail, des coûts de vie qui... L'augmentation des coûts de l'énergie. Évidemment, ils se retrouvent avec leur facture d'électricité pour des fours qui effectivement consomment beaucoup d'électricité, qui passent d'un rapport de 1 à 5. Donc, je veux dire, c'est énorme. Donc, effectivement, il y a cette grogne qui continue et qui est un petit peu entretenue par ce contexte un petit peu non pas mortifère, mais un petit peu... Oui, en tout cas, les gens n'ont pas le moral. Voilà, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que... L'inflation va augmenter encore. Ça ne va pas mieux et en fait, on remet un coup de couteau dans le dos. Les oiseaux de mauvaise augure, mais l'inflation va augmenter jusqu'au mois de mars. Bien sûr, voilà. Et en fait, on nous dit... donc, il y a ce contexte, effectivement, de l'électricité. Sur les carburants, il y avait des aides qui étaient quand même intéressantes sur la remise de 10 centimes, de 30 centimes. Voilà, il y a eu cette forme de dégression là, depuis... jusqu'au 31 décembre 2022, où là, maintenant, il n'y a plus du tout d'aide. On nous disait que c'était une mesure qui va couvrir l'ensemble de la crise, puisque voilà, nous ne sommes pas sortis de cette crise. Et pour autant, voilà, là, depuis le 1er janvier 2023, les prix du carburant remontent drastiquement. On va retrouver les niveaux de la crise sanitaire avec le litre à 2 €. Donc voilà. Et il y a aussi, on parlait à l'instant de cette possible dissolution si la réforme était retoquée, si la grogne de la rue était importante. Est-ce que ce n'est pas dangereux dans le contexte politique cette fois-ci, parce que vous faisiez allusion tout à l'heure à la montée du RN, 89 députés, je le rappelle, les projections le disent, le RN peut avoir plus de députés encore aujourd'hui, parce que les gens en ont marre, sont fatigués, ont envie un petit peu de bousculer la table, de changer de système. Voilà, c'est une colère. Est-ce que c'est pas dangereux finalement ? Évidemment, d'autant plus si les candidats de la majorité présidentielle s'obstinent à dire, comme en juin dernier, que dans le cas où ils seraient exclus du second tour face à un candidat de la gauche unie contre l'extrême droite, qu'ils s'abstiendraient. On l'a vu dans un certain nombre de territoires, ça a quand même favorisé l'entrée du Rassemblement national au Parlement. 89 députés, c'est 89 de trop. Et effectivement, le risque de cette dissolution, c'est qu'il y ait beaucoup plus de députés Rassemblement national élus, disons, en tout cas pour la première fois. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, il va falloir renouer le dialogue. C'est tout l'enjeu d'ailleurs du Congrès avec les forces de gauche, de façon à ce que nos rapports de force, puisqu'ils ont changé depuis les élections législatives, puisque c'est vrai que, je fais une petite aparté, mais on avait un rapport de force avec les Insoumis de 1 à 20, puisqu'ils faisaient 22% et nous 1,75%. Ce rapport est tombé de 1 à 2, puisque nous avons seulement, entre guillemets, 2 fois moins de députés socialistes que de députés insoumis. Donc pour maximiser nos chances de réussite dans les territoires, si d'aventure il y avait une dissolution, il faudra rebattre les cartes et non pas réinvestir les mêmes candidats qu'en juin, puisque voilà, donc et effectivement travailler sur ce projet gouvernemental de façon plus, je vais pas dire plus sérieuse, puisque ça a été sérieux ce qui a été fait, mais ça a été dans un contexte d'urgence, mais peut-être plus travaillé, plus approfondi, plus poussé, de façon à ce que chacun s'y retrouve et de façon à ce que les Françaises et les Français puissent se dire, tiens, là c'est clair, je sais pourquoi je vais voter, je sais pour qui je vais voter, et voilà, on va empêcher un petit peu, couper l'herbe sous le pied à l'extrême droite, en maintenant nos discours, voilà, pour leur mettre face à leurs contradictions, pour leur dire, bah voilà, ce projet répond à mes attentes, ce projet est viable, ce projet est financé et sérieux, donc je vais pouvoir voter. Donc c'est là tout l'enjeu, c'est non pas dire les autres sont méchants, mais même si c'est le cas, mais se dire nous on travaille et on a quelque chose à proposer, et donc voilà, c'est tout l'enjeu effectivement après le Congrès, une fois que tout ça va être passé, de renouer le dialogue et de travailler enfin sur le fond pour retourner sur les marchés, sur les gares, sur le terrain, à la rencontre des Françaises et des Français. Et puis il y a ces enjeux, il nous reste 2 petites minutes, je me tourne vers notre réalisateur, 2 petites minutes, parce qu'il y a aussi tous ces enjeux de société. On est dans une société, un monde nouveau qui arrive, qu'il va falloir apprivoiser avec les bonnes choses et puis les mauvaises. On pense au climat, évidemment, au changement climatique. C'est la préoccupation d'ailleurs de votre génération, de la jeune génération qui arrive en politique, qui veut là aussi aller très vite, et je crois que c'est important. Il y a les
enjeux sociétaux. On le voit aujourd'hui, la société de 2023 n'est pas la même que celle de 1981, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer demain, si les forces de gauche arrivent à s'unir, à se comprendre et à avancer, qu'on ait une nouvelle ouverture comme on l'avait vécu en 1981 avec beaucoup de choses, même si malheureusement les résultats n'ont pas été forcément à la hauteur des espoirs. Bien sûr, il y a eu ce contexte d'urgence de la NUPES en juin dernier qui a fait qu'effectivement on n'a peut-être pas pu convaincre la majorité des électeurs, mais pour autant, effectivement, si on a un programme très travaillé sur le fond, à la fois sur les questions urgentes, que ce soit le climat, le social, mais aussi vous avez parlé des enjeux sociétaux, un vrai récit sur des questions dont on parle peu, comme la culture, le sport, qui ont pourtant une grande importance aux yeux des Françaises et des Français. Eh bien effectivement nous aurons écho, je l'espère, et c'est tout ce qui s'est passé d'ailleurs en 81, c'est-à-dire que 81 on n'a pas gagné l'élection du jour au lendemain. Il y a eu le congrès d'Épinay, il y a eu 10 ans de travail acharné de la part des militants pour la rédaction, les débats concernant le programme commun, et donc c'est là en fait tout le point de départ de cette NUPES. Et ça n'avait pas été simple, effectivement, bien sûr, pour ceux qui ont suivi ça à l'époque. C'est tout ce qu'on veut nous à la NUPES, c'est renouer ce dialogue pour effectivement travailler, même si ça prend des mois, des années, etc., de façon à ce que chacun s'y retrouve et ce que surtout les Françaises et les Français y voient clair dans ce que l'on propose sur tout plein de sujets pour effectivement renouer avec l'espoir. Et nous, ce que nous disons au Parti Socialiste et avec Olivier Faure, c'est que le socialisme écologique est l'idée qui pourra perpétuer cette unité à gauche, et donc nous devons nous y en tenir pour maintenir l'unité de notre parti, pour maintenir l'unité de la gauche et pour, pourquoi pas, trouver un rassemblement auprès des Françaises et des Français, puisqu'il va nous falloir 50% plus une voix pour arriver au pouvoir et changer la vie. Voilà, aller vers une nouvelle société plus apaisée, en tout cas. C'est ça, on l'appelle de nos bien voeux. sûr. Merci infiniment Alexis Bouchard, vous étiez avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du Bureau national des jeunes socialistes, animateur fédéral des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine. Vous êtes venu en direct ce matin pour nous parler, pour commenter ce premier tour d'élection, plus sur les idées que sur l'élection en elle-même, puisque ce sera la semaine prochaine. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.